Attendez. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier en compagnie de Camille. Je suis Lydie Carneis, déléguée internationale pour la région Bretagne chez BPI France. Et Camille, tu as accepté aujourd'hui de représenter VVR, tout simplement. Je mets international partout. VVR, 20 ans d'expérience, 20 ans de création de cette structure. Tu es spécialiste dans l'accompagnement des projets des entreprises européennes en Chine, leurs projets stratégiques. Un parcours, tu as été à l'université en Chine, tu es bilingue, enfin je vais te laisser te présenter, mais moi ce qui m'a marqué chez Camille, c'est que c'est un joueur d'échecs aguerri, je ne sais pas si c'est au professionnel, un joueur de Go aussi passionné, et par rapport au lien avec l'international, ça nécessite ce jeu, comme pour un projet de développement à l'international, une analyse stratégique et une prise de décision, une prise de position rapide. Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'on va être vraiment bien accompagné avec Camille pendant ce temps d'échange, parce que tu nous as prévu un support de présentation très dense. L'objet, c'est comment innover en misant sur la Chine. Donc je pense que vous êtes nombreux, ça vous intéresse, donc on va rentrer vite dans le vif du sujet et te laisser la parole, Camille. Et je vais utiliser la petite manette pour te faire passer les slides, et c'est toi de me dire quand je peux la passer. Merci beaucoup Lydie, merci à tous d'être là. Déjà, c'est un grand plaisir de retrouver Big et de retrouver BPI. On a toujours grand plaisir à venir présenter ici. D'abord parce que c'est très bien organisé, mais aussi parce qu'il y a un très bon public à chaque fois. Donc, merci de prendre le temps. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est innover en misant sur la Chine. Et ça, je pense que c'est un point vraiment nouveau, un tournant majeur en Chine. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, en s'appuyant sur de la donnée chiffrée au début, mais ensuite en vous donnant des exemples concrets, des business cases, puisqu'à un moment donné, il faut rentrer dans le concret. Alors, juste avant de rentrer dans le détail de la présentation, juste pour que vous compreniez un peu le VVR international et notre parcours, et pourquoi finalement aujourd'hui on est au centre de ces problématiques. En fait, la société, notre métier, c'est d'aider les sociétés françaises dans leur développement industriel et commercial en Chine. Et au départ, la Chine, quand j'ai commencé en 99, c'était quoi? C'était l'usine du monde finalement. Et tous nos clients, leur problématique, c'était quoi? C'était sourcer, acheter en Chine, produire en Chine, faire des joint ventures pour de la production. Donc là, on s'est développé. En 2008, on avait 90 collaborateurs et on gérait à peu près 180 millions d'euros d'achats. Donc c'était vraiment une grosse équipe, achat qualité, externalisée. Mais en 2008, c'est la crise. Et la Chine passe de l'usine du monde, reste l'usine du monde et devient le marché du monde. Et ce marché du monde, on l'a abordé avec notre expérience, notre expertise. Et en 2015, la Chine, c'est toujours l'usine du monde, c'est toujours le marché du monde et ça devient la banque du monde. Et là, il s'agit de recruter, de faire du portage, de monter des joint ventures, mais pour vendre en Chine, et de rentrer dans le monde de la fusion-acquisition, département que je gère aujourd'hui. J'avais noté que vous avez accompagné 800 projets et sur ces 800 projets, c'est 200 de FUSAC. C'est ça, Camille? Exactement. En 20 ans, c'est plus de 850 projets et 800 sociétés accompagnées. Et on va dire que la partie aujourd'hui partenariat stratégique FUSAC, donc ça va être joint venture, transfert de technologie, prise de participation, etc., représente un pan important que je gère, les autres départements étant gérés par d'autres spécialistes français, ingénieurs parlant couramment chinois. Vous êtes combien aujourd'hui chez VVR? Alors on est 80 collaborateurs, 70 personnes en Chine et on a des bureaux à Paris et à Lyon en France. On a 7 personnes en France. Alors le point important là-dedans, c'est la nouveauté. La Chine, c'est toujours l'usine du monde, c'est toujours le marché du monde. C'est toujours la banque du monde, mais ça devient le centre d'innovation du monde. Et c'est le sujet de la présentation. Alors, je vais peut-être passer les slides d'après qui sont moins intéressantes. Ouais, ça veut pas. Moi, je vais appuyer là-dessus. Bon, les chiffres, on vous les a donnés, je vais passer là-dessus. Les secteurs d'activité, bon, normal, agro, énergie, équipement, médical, bien évidemment. Mais moi, je précise quand même, il y avait le logo qui apparaissait, Globaliance. Donc, tu fais partie d'un groupe
de regroupant des sociétés d'accompagnement à l'international, l'OSCI notamment, et Globaliance. Et ça, c'est important aussi, toute la partie privée de l'accompagnement. Absolument. Donc l'OSCI, vous connaissez, c'est la fédération des SAI, c'est le privé qui vous accompagne à l'international. Et au sein de cette fédération, on s'est regroupé au sein d'un groupement qui s'appelle Globaliance. Et il y a l'équivalent de VVR en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, etc. Et on n'a que des spécialistes par pays. Alors, au niveau des implantations, on est un peu partout en Chine. On a des bureaux à Shijiazhuang, Pékin, Shanghai, Ningbo, Taïwan et Canton. Bon, je passe là-dessus. Le métier de la FUSAC, pour ceux qui connaissent, c'est toujours les mêmes histoires. C'est comprendre une stratégie, trouver les bons partenaires, qualifier les cibles d'un point de vue industriel, financier, etc. Et c'est surtout négocier un projet industriel. Et c'est ça qui fait la spécificité de la Chine. C'est qu'on n'aborde pas la fusion-acquisition d'un point de vue financier. On aborde la fusion-acquisition d'un point de vue projet industriel, transfert techno. Et c'est là qu'arrive la notion d'innovation. Gagnant-gagnant, ce que je comprends. Alors, on verra tout à l'heure que gagnant-gagnant, hein, ça s'obtient à force de combat. Sinon, c'est double win pour les Chinois. Vous connaissez l'histoire. Alors, overview de la situation chinoise. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre pourquoi la Chine, ça devient le centre d'innovation. Ça devient le centre d'innovation parce qu'ils y sont obligés, parce que les salaires, les taxes augmentent. Et il y a une décision intelligente du gouvernement chinois d'accentuer le développement vers l'innovation, vers les produits à forte valeur ajoutée. On voit que l'acier, la bagagerie, les écrans LCD, qui sont un peu des commodités, sont laissés tomber au profit de production à plus forte valeur ajoutée. Alors pour ça, hein, il s'appuie notamment sur des grands groupes qui sont capables d'acheter de la matière première en très très grande quantité, hein, et surtout sur l'automatisation. Donc ils automatisent, d'autant plus que le marché chinois nécessite de très grandes quantités, donc permet l'automatisation. Et on va voir que l'innovation est souvent en lien entre d'un côté les nouvelles technologies, mais aussi la notion d'automatisation. Je dis souvent aussi que l'innovation et l'international font bon ménage. Hein. Nous qui accompagnons les entreprises françaises dans leur développement à l'international, souvent ce sont celles qui ont quelque chose d'innovant à montrer, à exporter, et ça va vraiment de pair. Absolument. Et donc la Chine, qui est au cœur de cette mouvance forte, hein, augmentation salariale, automatisation, marché qui évolue, en fait, aujourd'hui, s'impose sur un certain nombre de secteurs. Des secteurs de nouvelles technologies, hein, la 5G bien évidemment, l'intelligence artificielle, hein, on parle de centaines de milliers, voire de millions d'ingénieurs qui se forment et qui se déploient dans ce domaine-là. La Chine, c'est le pays où il y a le plus d'investissements dans tout ce qui est green, énergie renouvelable, hein, dépollution. C'est aussi le pays de l'électricité, de la batterie, du ferroviaire, etc., etc. Donc je ne vais pas rappeler tout ça, mais juste pour vous dire que malheureusement aujourd'hui, il faut les suivre. Il faut plus seulement les empêcher de nous rattraper. Alors, si on regarde ça maintenant d'un point de vue financier, parce qu'on voit que la Chine est arrivée à innover, se relance dans l'innovation, mais on s'aperçoit aussi qu'elle reçoit de plus en plus de capitaux étrangers. L'IDE, et malgré les tensions qu'il peut y avoir, continue à affluer en Chine parce que le marché chinois draine finalement de la part des sociétés étrangères un besoin de produire de plus en plus qualitativement en Chine. Donc une très forte augmentation de l'IDE malgré le Covid. Beaucoup sur les services, le high-tech, le médical. Ça, c'est des secteurs qui sont très porteurs en Chine, même pour les sociétés étrangères. Mais aussi la Chine qui va à l'international. Alors, on ne va pas se mentir, hein, la One Belt One Road aujourd'hui est un peu remis en cause. Ça n'a pas toujours été une réussite dans tous les investissements. Néanmoins, moi, c'est ça que j'aime sur cette slide, c'est la France est le premier pays de destination des investissements directs étrangers chinois en Europe. Elle a, sur cette slide-là et sur cette année-là, dépassé l'Allemagne. Hein. Donc ça, c'est intéressant. La France est au cœur de l'innovation. Les Chinois en ont conscience, investissent chez nous et c'est bien pour nous. Hein. Les Chinois qui investissent en France pour l'innovation, c'est mieux pour moi que les Américains parce qu'ils ne sont pas là pour seulement fermer la société. Ils sont là pour investir, pour développer l'Europe et la Chine. Hein. Et les Américains, malheureusement, parfois, investissent en France pour prendre la techno et développer en Allemagne, en Pologne ou aux États-Unis. Alors, maintenant qu'on voit ça, on va rentrer dans des business cases concrets. Il y a deux questions qui se posent. À quel moment est-ce que moi, société française innovante, j'ai intérêt à aller en Chine?
et comment moi, société puissante française, je vais acquérir de la technologie en Chine. C'est les deux sujets que je vais aborder. Alors on n'a pas de chance aujourd'hui parce qu'on avait un pitcher qui devait venir. Un témoin, voilà, vraiment de renom, Stéphane Pierry de ID Sud, qui devait intervenir et il a eu un empêchement de dernière minute hier soir. Donc on est vraiment navré, mais je sais que tu vas parler en son nom et, voilà. Et tu vas essayer de le représenter ou en tout cas essayer d'expliquer. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, il parle beaucoup aussi, donc et comme tu as beaucoup de choses à nous dire, tu vas résumer tout ça. Absolument. Et c'est quelqu'un d'incroyable parce qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable. Alors la première question, c'est à quel moment est-ce que moi, société française technologique, j'ai une technologie qui va intéresser les Chinois? Ça, c'est fondamental. En fait, il suffit de prendre la matrice TRL, donc vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, c'est assez simple de compréhension, et de mettre ça en regard de la maturité et la demande du marché chinois. Est-ce que c'est une demande nouvelle? Est-ce que c'est une demande déjà écrite, validée? Et finalement, c'est un peu la concurrence sur la partie abscisse. Et nous, ce qu'on voit, c'est que si vous n'êtes pas dans la partie bleu foncé qui est là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si vous êtes en début de marché et que vous êtes en TRL7, donc vous êtes encore en phase proto, les Chinois ne vont pas investir parce qu'ils sont très conservateurs, ils vont attendre que ça réussisse. Donc très souvent aller en Chine, ça demande d'avoir une technologie qui a été validée, qui est en TRL9, donc déjà commercialisée en France, ou en Europe, ou aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est le market readiness. Lorsque le marché est prêt, alors les Chinois sont prêts à rentrer dans du pilote. Et c'est d'ailleurs le premier business case que je vais vous présenter, un client qui fait de l'offshore éolien et qui a reçu un investissement massif des Chinois. Pourquoi? Alors qu'il n'avait pas encore, il n'était pas encore en grande quantité en TRL9. Il était en TRL7, il avait uniquement un proto qui tournait. Et pourquoi ils ont accepté ça? Parce qu'en fait, le marché de l'éolien offshore est énorme en Chine et ils essayent de gagner en rapidité, en compétitivité, à stabiliser leurs infrastructures. Et ils ont accepté d'investir, on parle de 30 millions d'euros quand même, dont 100 millions d'euros dans le projet. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de la techno pour être en avance par rapport à leurs autres concurrents chinois. Donc bien sûr, ce qu'apporte la France, c'est le savoir-faire industriel, c'est la R&D, c'est d'un prototype validé. Ça, c'est un point très important. On retrouve ça dans le médical. On a un cas un peu similaire. Et d'ailleurs, je me permets de prendre 2 secondes sur ce cas médical ici pour dire tout le bien que je pense de la BPI. Puisque pour un autre client, qui n'est pas celui-ci dans le médical, BPI a financé 890 000 euros sur 3 ans pour développer ce client en Chine. Donc vous savez avec quel produit? J'ai pas besoin de dire l'acronyme. L'assurance prospection. Voilà. Cet outil qui permet de prendre en charge des dépenses dites de prospection sur un budget pluriannuel, des dépenses de prestations certes, mais là tu m'as bien précisé, surtout en Chine, c'est des dépenses d'enregistrement. Exactement. Et ça, rappelez-vous, dans le médical, donc nous on a un gros département là-dedans, on gère pas mal de projets. Tout ce qui est enregistrement, c'est très coûteux, c'est long, c'est 2 ans, c'est 18 mois, 2 ans, 3 ans, c'est 1 million d'euros d'investissement, 500 000 euros d'investissement pour réaliser des pilotes en fait, financés par la BPI. Et merci, parce que ça c'est bon pour la France. Eh ben, en tout cas, c'est le but, c'est du carburant, de donner aux entreprises les moyens d'oser l'international et d'aller se faire voir ailleurs. Exactement. Alors, ce cas étant dit, où est-ce que ça a été difficile, ce projet-là dont je parlais, sur cet éolien offshore, qui était une technologie non mature? La première difficulté dans le process, ça a été de screener les cibles et d'aller motiver des gens. Il faut imaginer qu'on allait voir tous les gros de l'éolien en Chine, mais on ne parle pas de 1 ou 2, on parle de 50 acteurs. Et on parle des gros, je ne parle pas des petits. Il y a plus de 1000 sociétés qui sont dans l'éolien en Chine. Pour trouver le seul qui avait une vraie connaissance et qui avait parié sur la même technologie que notre client et qui n'arrivait pas à aboutir sur cette technologie qui était complexe. Et c'est finalement lui qui a été le vecteur de l'investissement. Donc en Chine, on ne va pas chercher les fonds pour investir, on va chercher l'industriel qui comprend et lui, il va trouver les fonds sans aucun problème. Donc là, on est en mode gagnant-gagnant. Absolument. Là, on est absolument en mode gagnant-gagnant. La deuxième difficulté, c'est la roadmap stratégique. Les Chinois ont une culture différente de la nôtre, ils sont beaucoup sur le concret. La parole, nous on est beaucoup dans la logique, on se projette et on va retrouver les échecs. Quand on joue aux échecs, on anticipe 10-15 coups à l'avance et on explique pourquoi, parce qu'il y a des règles très précises. Mais au jeu de Go, il faut anticiper, mais il faut ressentir, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de coups qu'on ne peut pas calculer. Et bien, les Chinois, ils jouent au jeu de Go, autrement dit, ils placent des pions
par rapport à un ressenti, par rapport à une vision, mais derrière, ils attendent très vite du résultat concret. Et ça, il faut le comprendre et il faut arriver à l'exprimer à travers justement cette roadmap stratégique qui amène à la négociation de l'investissement. Et le dernier point, c'est le closing. Parce qu'une fois que vous avez closé le deal, il faut que l'argent arrive en France. Et ça, sortir l'argent de Chine, c'est difficile. Et là, je dois dire que Business France nous a beaucoup aidé avec Jean-Pierre Raffarin pour permettre de faire ça. Donc on voit aussi que le corporatisme français aide dans la mesure où le projet est validé. D'ailleurs, on a été reçu par un sous-département du ministre pour être sûr que le projet était cohérent. Donc voilà un peu pour cet exemple-là. Maintenant, un deuxième exemple, c'est une société française qui a une technologie mature, qu'on est dans les équipements pharmaceutiques. Mais le marché en France, en Europe, il est petit. C'est 3, 4, 5 machines par an. Des machines à 100 000, 200 000 euros. Bon. Et là, on se retrouve avec une Chine qui explose. Dans le domaine pharmaceutique, la Chine, c'est 4000 sociétés. 4000 sociétés pharmaceutiques en Chine. Et là, il y a une telle appétence que non seulement ils veulent cette techno et être capables de produire en Chine, mais surtout, ils veulent que notre client développe de nouveaux concepts, de nouveaux produits, pour être toujours up-to-date par rapport à des clients américains ou allemands. Non seulement ils ont payé tout le développement en Chine, mais en plus ils ont investi en France pour développer la R&D en France. Et ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ils ont utilisé tout un tas d'aides aussi, tout ce qui va être embauche de PhD, etc. en France, financé. Ça leur a bien plu, les Chinois. L'idée que l'État français finançait des doctorants français pour faire du développement qui servait à la France, mais qui servait à la Chine, c'est win-win. Ah oui. Et le crédit d'impôt recherche. Et voilà, le crédit, c'est ça le terme que je cherchais. Le crédit d'impôt recherche, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on a cette possibilité d'actionner ce dispositif. Ouais. Alors le dernier dispositif, je ne vais pas avoir d'exemple, mais qui est hyper important, c'est le dispositif pour assurer lorsque vous montez une société en Chine. Je te laisse peut-être parler de ça, parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est un acronyme GPI, Garantie de projet à l'international. Et souvent, la punchline que je mets derrière, c'est sortez couvert. Je ne comprends pas qu'une entreprise française qui décide de créer une filiale, on prend l'exemple de la Chine, ou de réinjecter des fonds dans sa filiale existante, ou de procéder à une croissance externe, n'utilise pas ce dispositif public d'assurance à hauteur de 50% des fonds injectés en capital ou en compte courant bloqué, minimum 3 ans. Ça coûte rien. Vous avez un chèque de 50%, c'est le seul fonds de garantie qui profite directement aux Français, aux exportateurs français, et non pas aux banquiers. Parce que généralement, la garantie, on vient garantir des financements bancaires. Et cette GPI est délégable aux banques si le financement mis en place a été fait par un banquier. On peut donc déléguer cette garantie aux banques. Donc c'est tout gagnant aussi, c'est win-win. Alors, je vais peut-être faire une aparté sur ce projet pour vous parler de ce produit, parce qu'on a un client, alors on n'est pas dans l'innovation, mais on a un client qui l'a utilisé et c'était très utile. On parle d'une usine qui fait des gros usinages pour la Chine. Malheureusement, ils ont investi 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et à un moment donné, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus de marché, les concurrents avaient rattrapé, etc. On parle d'une société qui a 2 millions d'euros d'investissement à perte en Chine. Oui. S'il faut fermer la filiale, sur les comptes de la société, c'est terrible. En risque, on peut prendre jusqu'à 1,5 million de risque. Donc, voilà. C'est-à-dire un financement de 3 millions avec une quotité à 50%. Vous voyez, en termes de risque, on peut prendre jusqu'à 1,5 million faire un chèque. Ouais. Et ça, je peux vous dire que quand ils ont reçu le chèque, ils étaient très, très, très heureux. Sincèrement, je pense que ça a sauvé la société. Je pense que s'ils n'avaient pas vu ça, ils auraient coulé. On parle de Chine, mais sachez que depuis début juillet, cette GPI, garantie de projet à l'international, a été élargie à l'ensemble des pays européens. Donc c'est très important de se dire que dorénavant, on est capable de couvrir tous les projets grand export, mais pas que. Alors, pour revenir sur notre histoire d'innovation, parce qu'on est quand même au cœur du métier, l'innovation, ça vient du marché. C'est parce qu'il y a un marché qu'on innove. On n'innove pas seul dans son coin. Enfin, si, on peut avoir des gens qui innovent seuls dans leur coin, mais finalement, ça n'aboutit à rien. Et la France qui innove, elle a besoin de marché. Et c'est vrai qu'en Europe, les marchés partent. Les marchés ne sont pas si importants que ça. Et beaucoup d'innovations en Europe sont adaptées pour la Chine. On pense bien évidemment médical, à intelligence artificielle, mais tout ce qui va être green, tout ce qui va être énergie renouvelable, ça, la Chine en a beaucoup besoin. Et bien là, non seulement, je disais, la France a apporté déjà son savoir-faire, mais qu'est-ce qu'elle a apporté d'autre ? Des sous-traitants européens.
L'autre besoin de la Chine, c'est d'avoir des produits, des équipements de qualité. Et c'est pas si facile que ça d'aller trouver un équivalent chinois de tel capteur, de tel matériau. Parfois, il y a certains aciers qui sont moins stables en Chine, etc. Et donc, pour les Chinois, c'est important de pouvoir s'appuyer sur un réseau de sociétés européennes qui font des produits de qualité et qui sont pas faciles d'ailleurs. C'est pas facile d'acheter chez eux. Là, on travaille pour des gens dans la chromatographie. Ben, c'est 6 mois d'attente pour avoir un de leurs capteurs. Et lorsque vous achetez chez eux depuis de très nombreuses années, ils vous servent. Mais lorsque vous êtes chinois et que vous en avez besoin, ils ne vous servent pas. Hein. Donc ça, ils viennent chercher ça. Ils cherchent aussi toutes les aides et tout le savoir-faire européen. L'autre chose que viennent chercher les Chinois, et ça reste toujours vrai, c'est la marque française. Et même dans l'industrie. Pourquoi? Parce qu'en France, on a des pépites qui sont reconnues mondialement, qui font partie du top 3, du top 5 mondial dans leur domaine. Alors certes, les Américains font 100 millions et nos pépites font 5 millions, mais elles sont reconnues dans leur domaine. Et les Chinois ne veulent plus entendre parler en ce moment, hein, ça changera des Américains, donc ils sont assez preneurs de cette technologie française et de ce savoir-faire français, non pas pour le piller, mais pour le développer en Chine, pour le développer en France, et derrière, avec ces sociétés qui deviennent des partenaires, faire du build-up, s'appuyer sur ces partenaires pour développer d'autres innovations de l'Europe vers la Chine. Donc c'est vraiment win-win, parce qu'ils ont intérêt à investir dedans. Alors les Chinois, qu'est-ce qu'ils amènent? On imagine le réseau commercial, mais là c'est assez extraordinaire. J'ai une cliente qui avait une usine en Chine. Pendant 6 ans, elle n'a pas été capable de vendre un seul de ses équipements à des Chinois. Elle connaissait tout le monde. On l'a associé avec un Chinois, en 6 mois, il a signé tous les clients. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Chine, le commercial, ce n'est pas une question d'avoir le meilleur produit, le meilleur prix. C'est une question de relationnel, de confiance. Alors, il y a des gens, j'entends, ah, c'est la corruption. Mais non, ça c'est fini. C'est pas ça le centre. Le centre, c'est la confiance. Si j'achète chez toi et que j'ai un problème, je sais que tu vas t'occuper de moi. Oui, tu as la bonne relation, tu es incapable d'influencer le bidding. C'est comme en Europe. Si vous répondez à des biddings, vous ne gagnez jamais. Vous influencez le bidding et là, bien sûr, vous gagnez. Hein, mais c'est pareil en Chine. Hein. Donc ça, c'est un autre aspect. Eux sont très forts justement sur les biddings. Et puis, il y a le BFR. Vous venez d'investir 1 million d'euros de CAPEX en Chine, vous développez le business et vos clients vous disent on va vous payer dans 6 mois. Vous allez voir votre banquier, vous lui dites vous m'avez prêté 1 million d'euros et maintenant il faut me donner 1 million d'euros pour le BFR. Demandez à un financier, une banque, de vous financer le BFR en Chine. Ça n'existe pas. Et la Chine vous dit, ça tombe bien, de toute façon, vous ne pouvez pas emprunter plus de 30% de votre capital. Donc vous avez un BFR d'1 million, faut recapitaliser à hauteur de 700 000 euros. Donc c'est horrible, pour une PME, c'est horrible. Mais là, le Chinois, lui, le BFR, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a de l'argent de partout, chez lui, chez les amis, il n'y a aucun souci. Et eux financent le BFR. Et donc, ça assure du bon paiement des partenaires chinois. Et là, le relationnel, il est essentiel. Si vous n'avez pas le bon relationnel avec l'acheteur, vous ne recevez jamais votre argent. Quand vous avez le relationnel, il vous paye. Donc là, il y a tout un jeu chinois essentiel. Et le dernier point aussi, c'est... faut être clair, les États-Unis et la Chine se durcissent. Made in China for China. Ça, on y va, on y est, on continue. Hein, et donc, il est essentiel d'être en Chine pour vendre aux Chinois. Peut-être... Alors, les difficultés... Bon, c'était toujours un peu la même histoire. La grosse difficulté, ça a été mettre en place une équipe. Parce qu'une fois que vous avez fait un joli partenariat entre une boîte française techno et une boîte chinoise techno, si vous n'avez pas les équipes pour gérer la partie techno, etc., les échanges, ça ne marche pas. Et là, il faut des Chinois en France et il faut des Chinois en Chine. Et il ne faut pas laisser le partenaire embaucher, parce que lui, il est quand même habitué à embaucher des gens pas trop chers, à les tenir un peu au résultat, etc. Seulement là, il faut des gens d'une certaine qualité en termes techniques. Et ces gens-là, il va falloir aller les attraper dans d'autres sociétés étrangères. Ils ne vont pas accepter d'être mal payés. Et donc, il faut que ce soit la société française qui vienne faire le recrutement en France et en Chine de Chinois. Le troisième cas, et c'est l'avant-dernier, après je parlerai d'Idées Sud, c'est un cas très différent. C'est un cas, cette année, un cas comme ça, on en a 5, c'est pour vous donner une idée. ETI française qui veut se développer en Chine. Il ne s'agit plus seulement de racheter son distributeur ou de racheter un concurrent. Il s'agit d'acquérir une technologie adapté à la Chine, adapté au monde entier, qu'ils n'arrivent pas à développer. Là, on parle de capteurs pour tout ce qui va être gaz, etc.
Il faut imaginer qu'il y a une telle quantité, il y a une telle besoin en Chine, qu'en fait, les Chinois, ils innovent, ils développent. Et ils développent concrètement sur des besoins. Le meilleur exemple que je cite souvent, c'est l'EPR. Hein. Vous savez qu'en ce moment, c'est la guerre entre EDF et la Chine sur l'EPR. L'une des raisons, c'est qu'au début, l'Europe devait aider la Chine grâce à l'EPR de Flamanville et les autres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'EPR chinois qui aide les autres EPR. Donc il faut comprendre que c'est celui qui produit qui gagne dans l'innovation. Et là, nos clients nous disent, maintenant, il faut que j'acquière cette technologie. Donc on va les aider à faire l'acquisition d'une société chinoise qui possède cette technologie. Bien sûr sur le prix, mais les Chinois sont sincèrement, autant la culture chinoise est portée sur la marge, autant elle n'est pas portée sur je vends. Ils sont fiers de leur société. Donc il faut arriver avec un vrai projet. Quand vous voulez racheter une société chinoise, ce n'est pas un chéquier. Votre chéquier ne sera jamais assez profond. En tout cas, jamais aussi profond que les capitaux chinois qui ont du mal à trouver des projets. Donc la seule solution, c'est de trouver et de faire un projet industriel avec eux et un projet qui soit positif pour eux, pour leurs employés, pour leur avenir. Et ça, c'est la roadmap stratégique dont on va parler. Donc là, de 5 projets, c'est dans les mêmes secteurs d'activité, vraiment très différents. Là, on est dans l'énergie, il y a de l'automobile, il y a du green, il y a de l'internet, il y a du parking, il y a des choses très différentes. Ouais. Il faut imaginer avec WeChat, les caméras, les Chinois, ils sont forts là-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'apporte la France? C'est l'histoire qu'on va raconter. En Chine, vous savez, on raconte des histoires. Ils vous racontent des histoires, vous leur racontez des histoires, et à la fin, tout le monde avance. C'est bien, parce qu'au moins, tout le monde avance. Et là, ce qu'apporte la France, c'est un réseau international, une équipe R&D qui est capable d'adapter les équipements, les lignes de production aux besoins des grands donneurs d'ordre internationaux. C'est survaloriser les capteurs du client, enfin de la cible, en les intégrant dans des systèmes, des solutions, software, etc., hyper pertinentes. Ça leur plaît. Et finalement, à la fin, l'autre cas très important, c'est avoir les bonnes personnes. Mon client, il a 200 personnes en Chine, donc il va savoir intégrer cette usine. Faire une acquisition en Chine, il faut pouvoir intégrer le partenaire. Et l'apport de la Chine, c'est une gamme de produits stratégiques innovants, une capacité de développement de nouveaux produits. C'est peut-être là où ce n'était pas exactement ce qu'on aurait aimé. Une usine de production, ça c'est sûr, parce qu'il faut produire, Made in China for China, et un réseau de clients chinois qu'eux n'avaient pas, qui était intéressant. Alors la difficulté, c'est la négo. Parce que lorsque vous voulez racheter une société un peu innovante en Chine, le client il arrive en disant « Monsieur Verchery, moi je suis prêt à payer cher, jusqu'à 8 fois les EBITDA moins les dettes. » Ok, d'accord. J'ai la GPI de BPI derrière, voilà, je suis sécurisé. Je suis sécurisé, exactement, je suis bien. Le problème c'est que le Chinois il fait « Non, moi ce qu'on me parle c'est 20 fois, 30 fois, et pas moins les dettes en plus. » Et là, ils ne se comprennent pas. Et vous ne pouvez pas les amener à se comprendre. Donc la seule solution, c'est de faire un projet qui est tellement intéressant pour les deux qu'à la fin, ils vont s'asseoir l'un et l'autre sur leur valo pour se concentrer sur le projet. Et c'est là où on arrive à avoir la LOI. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle les pré-due diligence. Et là, je vais vous donner un petit secret. Pourquoi notre société a réussi dans ce domaine qui est normalement l'apanage soit des boutiques M&A, soit des experts comptables, c'est que ceux-là ne sont pas structurés pour faire des pré-due diligence avant la LOI. Non, les Chinois, ils sont habitués à ce que le vendeur dise « j'ai ma data room, tu prends l'information que je te donne, tu me fais une offre, et une fois l'offre est validée, là tu vas pouvoir aller regarder vraiment ce qu'il y a. » Mais en Chine, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que sinon, la data room qui vous donne, c'est une belle histoire qui n'a strictement rien à voir avec la réalité. Vous faites une offre, le patron est d'accord, la femme du patron est d'accord, les amis du patron sont d'accord, vous faites les due diligence et là, vous apercevez que ça n'a rien à voir. Vous pourrez raconter ce que vous voulez. Jamais vous n'arriverez à closer le deal. Donc il faut arriver à faire ces pré-due diligence avant la LOI. Donc il faut arriver à gagner la confiance du partenaire chinois pour qu'il vous ouvre tout alors que vous ne lui avez rien proposé. Ça, c'est compliqué. C'est un peu notre savoir-faire. Donc ça, c'était la difficulté. Mais après, par contre, le dernier point, bien sûr, c'est la mise en place des équipes. Mais là, dans ce cas-là, le client avait déjà les équipes, donc ça marchait bien. Alors, un dernier, c'est ça? Ouais, je vais parler d'Idées Sud. Il me reste 1 minute 10, donc je vais faire vite. C'est un projet amusant parce qu'en fait, on est face à une ingénierie française dans le domaine des énergies qui veut développer un concept innovant pour l'Afrique.
On les a aidés à développer un partenariat avec Keroi, qui est un des gros leaders des UPS et du panneau solaire en Chine. Ils ont co-développé une innovation, c'est un container qui s'ouvre et qui fait de l'énergie. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait une joint venture en France. C'est-à-dire que la joint venture en France et la partie française détient la marque de la société chinoise. Donc la société s'appelle Keroi France et ensemble ils attaquent le marché africain. Donc c'est pour dire que c'est une co-innovation développée via une joint venture en France pour attaquer le marché africain. Il y a eux, mais il y en a d'autres. C'est ça qui est incroyable. C'est un autre aspect qui se développe fortement parce que les Chinois, les Africains ont confiance plus dans des donneurs d'ordre français et les Français ont la bonne idée et les Chinois ont la capacité de production. Camille, vraiment un grand merci pour ton intervention, c'était passionnant. Enfin, je pense qu'on aurait encore voulu avoir d'autres exemples, d'autres cas concrets. On peut l'applaudir parce que franchement, ça donne vraiment envie. Merci vraiment. Merci à vous. Et on reste à votre disposition après cet atelier qui se finit à l'instant. Merci à tous. Bonne continuation. Merci à toi, Lydie.